Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la tension monte au Congo. 4 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans des heurts ce mardi entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel. Pour en parler, nous recevons Marcel Gitoukoulou, président du Congrès du Peuple et membre de l'opposition. Le gouvernement ougandais annonce la reprise du dialogue pour résoudre la crise au Burundi. Les autorités burundaises affirment ne pas avoir été mises au courant. Et la rentrée des classes est reportée en Guinée pour la 2e fois. Les élèves ne reprendront le chemin de l'école que le 9 novembre prochain. Le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition se durcit donc au Congo. Ce mardi, des heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés au référendum constitutionnel ont fait au moins 4 victimes et plusieurs blessés. Pour rappel, la nouvelle loi fondamentale, si elle était acceptée, permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. Et pour en parler, Marcel Gitoukoulou, président du Congrès du Peuple et membre de l'opposition. Bienvenue, monsieur Gitoukoulou. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, l'opposition appelle à la désobéissance civile, en tout cas les partis d'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas que cette situation amène à une déstabilisation du pays ? Écoutez, avant tout propos, je tiens au nom de l'ensemble des forces patriotiques et sociales du pays, le FROCAD et l'IDC, à m'incliner devant la mémoire des martyrs du Congo libre qui sont tombés hier sous les balles des forces publiques commanditées par le président de la République et son gouvernement. Est-ce que vous partagez le bilan du pouvoir Absolument pas du tout, j'en arrive. Je m'incline devant leur mémoire, je présente les condoléances à l'ensemble des familles éprouvées, parce que la douleur est atroce, et cette douleur est d'autant plus atroce que le bilan est minoré par le gouvernement, alors que le terrain nous rapporte près de 19 à 20 morts et plusieurs blessés. Le gouvernement nous parle de 4 décédés. Et d'ailleurs, il y a un fait incroyable qui s'est passé à la morgue de l'hôpital de Pointe-Noire. Les forces de sécurité ont essayé, sinon ont soustrait, des corps sans vie de nos martyrs pour essayer de cacher la vérité. La douleur est encore beaucoup plus atroce lorsque l'on sait que le gouvernement, de par sa politique, par sa manière d'agir, a fini par couper le pays en 2, et notamment la capitale Brazzaville. Pendant que dans les quartiers sud du pays de Brazzaville, le peuple redécouvre, comme disait le président de la République, le goût du sang, dans les quartiers nord, le pouvoir mobilise à coups d'anis et de milliards l'ensemble de ces intermittents de la politique pour aller applaudir le discours monocorde référendaire de la majorité. Alors justement, vous les partis d'opposition, vous estimez que la population, en tout cas la majorité de la population est opposée à ce changement de constitution. Pourquoi ne pas les laisser décider finalement par référendum ? Mais écoutez, la population qui se mobilise, ce n'est même pas le discours des hommes politiques qui les mobilisent, c'est le sentiment d'un ras-le-bol général. Un ras-le-bol général lié aux conditions de vie de cette population. Nous sommes un pays de 342 000 km² avec 3 millions d'habitants, des ressources potentielles sur le plan des ressources énergétiques, sur le plan des matières premières énormes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Au bout de 40 ans d'exercice du pouvoir, quel est le bilan de M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que c'est autant dire qu'après M. Sassou Nguesso, le pays ne connaîtra pas une croissance? Mais nous sommes suffisamment mûrs, nous sommes suffisamment adultes pour pouvoir prendre le destin de notre pays en main. Alors que compte faire l'opposition aujourd'hui? Eh bien, les choses sont simples. L'opposition reste dans la détermination de pouvoir conduire la désobéissance civile jusqu'à ce que le président de la République et son gouvernement et son système rendent le tablier. Trop, c'est trop. Ça suffit maintenant. Ce que nous voulons, c'est que la communauté internationale puisse aider le pays à comprendre que les choses ne peuvent pas durer ainsi. Une médiation forte pour nous permettre de sortir de ce pas, mais sans Sassou Nguesso. Monsieur Gitoukoulou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. En Côte d'Ivoire, le premier tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 25 octobre. À cette occasion, sachez qu'Africa 24 vous fait vivre les moments forts de la campagne électorale. Retrouvez tous les soirs à partir de 19h30 GMT une édition spéciale consacrée à cette élection, suivie d'un débriefing de nos experts à partir de 21h30 GMT. Dans l'actualité également, le gouvernement ougandais a annoncé la reprise du dialogue pour résoudre la crise au Burundi, une déclaration qui surprend les autorités burundaises qui affirment ne pas avoir été mises au courant. Des réunions seraient déjà en cours depuis ce lundi. Brad Ndiaye.
Va-t-on vers la reprise du dialogue dans la crise politique au Burundi? Les autorités ougandaises annoncent la reprise des négociations entre les différents acteurs politiques burundais à Kampala. Selon le porte-parole du gouvernement ougandais, Ofuono Opondo, des réunions préparatoires ont débuté le 19 octobre dans la capitale ougandaise. Des rencontres qui devraient permettre de dresser la liste des participants à ce dialogue inclusif burundais. Il y a des réunions préparatoires à Kampala pour sélectionner ceux qui sont invités au dialogue pour cette première session depuis les élections. Nous espérons que d'ici la fin octobre, il y a un accord autour de cette liste. Le président Museveni va continuer de mener cette médiation au nom de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Il est en contact avec toutes les parties du conflit. Ils ont tous accepté qu'il prenne la tête de ces négociations. Mais alors que les autorités ougandaises déclarent avoir obtenu l'accord des différents protagonistes de la crise burundaise, allant même jusqu'à détailler le déroulement des consultations qu'elles envisagent d'organiser, les autorités burundaises affirment ne pas avoir été informées de la reprise prochaine de ces pourparlers. Pour montrer notre bonne volonté, nous avons cherché M. Kiyonga, le ministre ougandais de la Défense. On a discuté, mais il ne m'a jamais dit qu'ils étaient en train d'élaborer des listes. Ils ne peuvent pas constituer de liste pour nous, le gouvernement. Ce qui se fait sans nous se fait absolument contre nous. Et si les attentes quant à ce dialogue sont nombreuses, sa réussite dépend toutefois de plusieurs paramètres. Ce dialogue pourrait être une réussite si le gouvernement ougandais change le mode d'opération, le mode de discussion. Cette fois-ci, il faudra convier tous les opposants qui sont à l'étranger, surtout qui sont à l'étranger, et aussi clarifier bien le cahier de charge, savoir sur quoi ils peuvent négocier parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous d'un côté ou de l'autre. Selon les autorités ougandaises, le dialogue inter-burundais devrait reprendre au mois de novembre 2015. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé mardi soir en France, accompagné d'une importante délégation ministérielle. Il sera notamment reçu ce mercredi à l'Élysée par son homologue François Hollande. Jeudi, il présidera également une conférence des bailleurs de fonds sur la relance économique du Mali. En Guinée, la rentrée des classes est repoussée pour la deuxième fois cette année, un report que les autorités justifient par la situation socio-politique. Les élèves devraient reprendre le chemin de l'école le 9 novembre prochain. Un reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. Initialement programmé pour le 19 octobre 2015, les élèves guinéens devront désormais attendre le 9 novembre pour rejoindre les classes. C'est le deuxième report de la rentrée scolaire au compte de l'année 2015-2016 dans le pays. La situation sociopolitique marquée par le processus électoral en cours avec l'élection présidentielle motive cette décision. Pour les parents d'élèves, le souci majeur reste la sécurité des enfants et celle-ci passe par un report. On a pris peur. Parce que vouloir ouvrir, n'est-ce pas, l'école le 19 comme prévu, ne pouvait pas nous mettre à l'aise, ne pouvait pas nous mettre à l'abri. C'est-à-dire les enfants de première année, les enfants disons même de ceux du maternel, et même les femmes, le cas des femmes, ne pouvait pas nous permettre, n'est-ce pas, d'autoriser ou alors de les laisser aller à l'école nos enfants. L'année dernière déjà, la crise Ebola a occasionné un important retard dans le démarrage des cours en Guinée. Plusieurs mois ont été perdus, imposant ainsi une réadaptation des enseignements au temps disponible. Selon les acteurs du système éducatif, ce nouveau report n'a pas d'impact direct sur l'enseignement normal des cours inscrits au programme dans les établissements. Le report ne peut pas jouer sur le programme national de l'éducation en République de Guinée, dans la mesure où nous avons des personnalités spécialisés dans la programmation, n'est-ce pas, du programme scolaire en République de Guinée. C'est la même chose qui nous était arrivée l'année dernière. On a commencé l'école au mois de janvier. Mais par l'efficacité et l'engagement, le sacrifice que les enseignants, l'encadrement, etc., ont donné, n'est-ce pas, on a pu épouser, les enseignants ont pu épouser le programme et le résultat vraiment a été très concluant. Ces 2 dernières années n'ont pas été sans conséquence sur l'éducation nationale en Guinée. Grâce à des programmes de rattrapage, les acteurs du système éducatif ont souvent pu rattraper le retard occasionné par les différentes situations sociopolitiques ou sanitaires. Le 9 novembre 2015, les élèves sont attendus dans les classes pour le démarrage effectif des cours. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.